Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Maman, dites-moi que le festival des vérités crues là, est-ce que ça vous plaît? Nous passons au quatrième et avant-dernier sujet de cette émission d'analyse politique. J'espère que vous l'avez partagé. J'espère que vous la protégez. J'espère que chacune et chacun de ceux qui suivent cette émission a écrit au moins une fois « Good Live ». Et je vous remercie de la confiance que vous nous faites. Je salue toutes les familles du monde entier qui diffusent ce programme en direct sur leur poste de télévision pour contribuer à l'édification des foyers. Rendons-nous à présent au Mali, le grand Mali africain, l'immense Mali. Au Mali, nous assistons à la mise en place d'une stratégie dont nous n'ignorons pas les tenants et les aboutissants. C'est une stratégie du blocus élaborée par le néocolonialisme français contre le Mali. Une stratégie à laquelle participent tout naturellement la Mauritanie, le Sénégal. Une stratégie à laquelle participent tout naturellement la Mauritanie, le Sénégal. Je continue à citer les pays qui participent, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, je viens à l'exposé maintenant. Je viens à l'exposé des choses maintenant. Alors, c'est quoi la stratégie du blocus du néocolonialisme français? Pourquoi je dis ça? Moi, je n'utilise jamais une expression sans m'être assuré que j'ai les moyens de la prouver. Ce sont les médias officiels français qui m'ont donné le concept de blocus. Si vous lisez RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, l'AFP, Le Monde, de ces 3 derniers jours, tous prétendent que l'ouest du Mali est sous le blocus des djihadistes. Et que les voies routières qui conduisent vers le Sénégal, qui conduisent vers la Mauritanie, et même celles qui conduisent vers la Côte d'Ivoire, sont en train d'être bloquées progressivement par les forces terroristes. Donc le concept de blocus est un concept élaboré par les milieux néocolonialistes français. C'est la presse officielle française qui a produit ce concept. Ce n'est pas moi. Alors pourquoi ce concept est-il produit par cette presse? Parce que cette presse est fidèle à ce qui avait été promis par M. Christian Cambon. M. Christian Cambon, pourquoi cet acharnement de la presse officielle française contre le Mali? On donne la parole à Christian Cambon. C'est un sénateur français qui va dire pourquoi le Mali est l'objet de tant de haine. Allons-y, oui. On va parler de ce qui se passe au Sahel. Dégradation des relations entre Paris et Bamako. L'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que c'était il y a 3 ans. Les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai
la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc, on est en difficulté parce que d'abord, cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides, du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir. Enfin, tout ça est absolument invraisemblable. Écoutez son mépris. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie, qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier, des malheureux qui sont morts, et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises qui avaient exécuté des gens. Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu démonter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien là encore à quel niveau nous en sommes. Il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte des néocolonialistes qui parlent de règles internationales. Et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Donc vous avez entendu la raison pour laquelle on doit absolument punir le Mali. Le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de façon aussi violente des forces françaises. Je rappelle que l'armée malienne n'a pas tiré une seule cartouche contre l'armée française pour la faire partir du Mali. C'est un ordre des autorités légales et légitimes du Mali qui a fait partir l'armée française du Mali. Mais le sénateur Cambon trouve que le Mali a été violent envers l'armée française. Vous comprenez? Un pays souverain vous demande de débarrasser le plancher. Vous partez et vous dites que c'est violent. Alors que vous êtes venu par les armes, il y a 100 ans, contre les populations de ce pays. Vous avez commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, vous avez commis des génocides, des exterminations, des déportations pour lesquelles il n'y a aucun procès. Vous, on vous dit simplement pacifiquement, allez chez vous. Et vous, vous dites que c'est violent. Et vous promettez quoi au Mali? Ils ont dit que le Mali allait faire quoi? Allez-y, monsieur Cambon, quelle est la promesse? Notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Voilà, vous avez compris. Donc, il s'agit de punir le Mali. C'est la logique de sanction, qui est d'ailleurs au cœur de la politique internationale de l'Occident envers les autres parties du monde. C'est cette politique des sanctions qui a dressé l'Asie contre l'Occident, qui est en train de dresser l'Afrique contre l'Occident. C'est cette politique de sanctions unilatérales, des sanctions en 2 poids 2 mesures, qui dresse aujourd'hui l'Amérique latine contre l'Occident. Le monde entier, dans ses plus de 3/4, est dressé politiquement contre l'Occident, parce que l'Occident politique se permet de sanctionner les fautes des autres, alors qu'il en commet de pires pour lesquelles il n'accepte aucune sanction. Bon. Revenons au sujet. En quoi consiste la stratégie de blocus? En effet, la stratégie de blocus a été pensée depuis très longtemps par les néocolonialistes français. Et elle a été exprimée dès 2022 par les valets du néocolonialisme français au Mali et en Côte d'Ivoire, dans un audio célèbre que je vous fais écouter maintenant. Parce que certains pensent que cette affaire de blocus, c'est maintenant que ça a commencé. Non. On a commencé à vouloir bloquer le Mali. On a commencé à vouloir bloquer le Mali dès que le Mali a affirmé sa souveraineté contre le néocolonialisme français. Donnons la parole à 2 agents du néocolonialisme français en Afrique. Il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara et de Boubou Cissé. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Et Boubou Cissé, ancien premier ministre malien, renégat au service du néocolonialisme français contre son pays. Écoutez la conversation célèbre entre les 2 Gugus. Il pourra même plus payer les salaires. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu
Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de oui, tenir. Donc vous comprenez que pour Ouattara et Boubou Cissé, il fallait rendre la situation difficile au Mali. Il fallait rendre la situation intenable. Il fallait donc prendre le Mali en tenaille, il fallait étouffer le Mali pour que le régime révolutionnaire anticolonialiste panafricaniste du président Assimi Goïta tombe. La suite. Il y a encore 3 à 4 semaines ouais. financièrement. C'est ça. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal. Donc vous avez compris que la stratégie consistait à affamer les Maliens, provoquer une inflation de telle façon que la population malienne se révolte contre le gouvernement. À cause de l'augmentation du prix du riz, du prix de l'huile ou du sucre, on espérait que la population se révolterait contre le gouvernement. Et le plan est toujours en application. Quand vous entendez parler de blocus, on fait ça pour que les prix grimpent à Bamako et que la population se révolte contre le gouvernement. Parce qu'en effet, si on empêchait l'approvisionnement en marchandises, les marchandises qui sont dans le pays verraient leur prix immédiatement grimper. Et une bonne partie de la population ne pourrait plus accéder à ces marchandises. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est le vieux plan de Ouattara et Boubou Cissé, conçu avec leur maître, les néocolonialistes français. C'est ce plan qu'on essaye de mettre en application d'une façon ou d'une autre. La suite. Sucre, Oui. tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pour Boubou Cissé et Ouattara, il fallait pousser le plus grand nombre de Maliens au chômage pour qu'ils se rebellent contre le régime d'Assimi Goïta et le renverse. La suite. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Quoi. Donc, vous entendez qu'il s'agissait donc de mettre le Mali sous une pression énorme. Boubou Cissé dit bien beaucoup de pression. C'est ça renvoie justement à la théorie du blocus. La suite. C'est le contraire. Quoi. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Quoi. Comment Oui, c'est ils ça, pensent ça. qu'ils vont Oui. un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Donc, Alassane Ouattara comptait asphyxier le Mali par le budget, par les finances. Puisque le Mali était à 40%, budgétairement financé par l'extérieur, la Banque mondiale, l'aide au développement française, le FMI, etc. Ouattara et ses maîtres misaient là-dessus pour assécher le Mali et obliger Assimi Goïta et ses compagnons à plier leurs genoux et à tomber. Ouais. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. Donc, Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé travaillaient à produire une situation où les dirigeants maliens ne peuvent plus payer les salaires. Au bout de 2 mois, ne pouvant plus payer les salaires, le plan, c'était que la foule se soulève en disant « On n'a plus de quoi manger. Dégagez, à cause de vous, on est en train de mourir. » Ils ont eu 1000 milliards d'emprunts régionaux. Et Boubou Cissé, en sourdine, dit « Monsieur le Président, en février, ils ne pourront même pas payer les salaires. » Et Boubou Cissé rêvait déjà qu'en février 2022, l'État malien devienne insolvable. Vous comprenez? La théorie du blocus. Voilà les 2 grands adeptes de la théorie du blocus. Ouattara Dramane, Boubou Cissé, tous valets du néocolonialisme français. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire aux titres. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population
à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, pour Boubou Cissé, il fallait laisser les troupes françaises tranquillement installées en Afrique jusqu'à la fin des temps, quoi. Et l'acte colonial n'est pas un acte criminel, c'est pas un acte scandaleux. Les Africains ne doivent pas refuser de continuer les relations coloniales. Pour Boubou Cissé et Ouattara, l'Afrique doit rester un précaré, une zone d'influence, un dispositif socle des néocolons français. Voilà la psychologie de ces esclaves politiques. Un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. Voilà. La Russie n'a même pas les moyens du Canada. Ouattara prétend que la Côte d'Ivoire dépasse la Russie. La Corée. C'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit ser des naïfs et des ignorants. Mon Dieu. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Voilà. Bon, j'arrête là parce que c'est juste scandaleux ce que ces gens-là ont pu dire. Revenons ici donc à la théorie du blocus. J'ai rappelé l'échange Boubou Cissé Alassane Ouattara pour que vous sachiez que la théorie du blocus ne date pas de 2025. Dès l'avènement de la révolution malienne, notamment à partir de la rectification de 2021, il a été question de trouver les voies et moyens de créer des difficultés au gouvernement malien, au régime du président Goïta pour que celui-ci chute. C'est une constance. On cherche à bloquer le Mali par tous les moyens possibles pour que celui-ci, comme une cocotte minute, explose et que les néocolonialistes en profitent pour revenir aux affaires. Mais regardez la structure de la déstabilisation. C'est ce qui m'intéresse beaucoup ici. La déstabilisation consiste à perturber les voies commerciales par lesquelles le Mali échange avec le reste du monde. Et ces voies commerciales principales passent par la Mauritanie, le port de Nouadhibou ou le port de Nouakchott. Elles passent par le Sénégal, le port de Dakar. Elles passent par la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan. Ce sont les principales voies de sortie vers la mer. Eh bien, des richesses maliennes. Et ce sont aussi les principales voies d'entrée depuis la mer des richesses maliennes. Vous savez que selon le droit international, il est interdit d'empêcher un pays sans littoral d'avoir accès à la mer. Le droit international protège cela. C'est ce qu'on appelle les pays enclavés. Alors, les parrains néocolonialistes français du terrorisme, des organisations terroristes, ont choisi de concentrer leur groupe terroriste sur les voies commerciales. Allant vers le port de Dakar, allant vers les ports de Nouakchott et Nouadhibou et allant vers les ports d'Abidjan. Dans le but d'empêcher le Mali de réceptionner ces marchandises qui viennent par l'océan Atlantique, que ce soit par le port d'Abidjan, par le port de Nouakchott ou le port de Nouadhibou, ou par le port de Dakar. Le but est de provoquer une crise de rareté des marchandises à l'intérieur du Mali et aussi de provoquer une crise d'exportation. Empêcher les marchandises maliennes de sortir, c'est empêcher de fait les opérateurs économiques maliens de gagner des devises étrangères. On veut donc créer une crise économique artificielle. On veut provoquer une inflation pour pousser les commerçants à augmenter les prix à Bamako et déclencher la colère des populations face à l'incapacité de payer. C'est le vieux mécanisme et c'est ce qui avait déjà été pensé par les sanctions de 2022. Les sanctions de janvier 2022 contre le Mali, du 9 janvier 2022, elles avaient pour but d'étouffer le Mali, de bloquer le Mali. On bloque les avoirs à la Banque centrale, on empêche le Mali d'aller sur le marché financier, on est même allé jusqu'à l'embargo. Vous vous souvenez? En 2022, on a utilisé le concept d'embargo. Maintenant, on parle du concept de blocus. Mais blocus et embargo sont des synonymes parce que c'est sorti de la même officine néocolonialiste française. Il faut trouver un moyen, à tout prix, d'empêcher le régime du président Assimi Goïta de fonctionner parce que s'il ne fonctionne pas, la population va s'énerver, va se révolter et le régime va tomber. Et on verra le retour des vieux chevaux de la France-Afrique à Bamako pour nous parler de coopération internationale, d'amitié bilatérale, pour nous parler de dialogue, de réconciliation, tous ces concepts mous que les valets france-africains excellent à débiter. Est-ce que tout le monde a compris? Mais ce qui est important ici, c'est de voir le rôle que joue
la Mauritanie, qui est devenue une base arrière active des groupes terroristes, et qui permet que l'ambassade d'Ukraine, sur son sol, soit le lieu où sont déposés les matériels qui sont distribués aux terroristes. Le Sénégal, qui permet qu'un ambassadeur qui avoue avoir participé à une opération criminelle contre l'armée malienne, à une opération terroriste contre l'armée malienne, continue de vivre au Sénégal. Et même que l'Ukraine continue d'avoir pignon sur rue au Sénégal. Le Sénégal joue un certain rôle dans cette déstabilisation du Mali en raison de sa complaisance envers les organisations terroristes comme l'institution ukrainienne. On prend la Côte d'Ivoire quant à elle, mais c'est une base avancée du néocolonialisme français sur le plan militaire. C'est une base avancée de l'OTAN qui est installée dans le commandement militaire ivoirien. Et la plupart des groupes terroristes se replient en Côte d'Ivoire pour se réorganiser et attaquer dans le Sahel. Alassane Ouattara lui-même, d'ailleurs, a voulu attaquer militairement un pays de l'Alliance des États du Sahel. Il a voulu attaquer ouvertement le Niger en 2023. Tout le monde a assisté ici au projet d'envoyer 1500 hommes, prétendait Ouattara, défaire l'armée nigérienne qu'il ne connaît pas. Parce que moi, l'armée nigérienne, là, j'ai vu un peu. Si Alassane Ouattara avait envoyé 1500 hommes là-bas, ils allaient revenir sans l'arbre et les deux noix. Ils allaient être recirconcis à zéro. Personne n'allait revenir avec quelque chose entre les jambes. Wallahi billahi ta'ala. L'armée nigérienne n'allait faire qu'un méchoui des bidas, des gugus de Ouattara, les Watner. Donc, Alassane Ouattara est un chef terroriste. Ce que je dis n'est pas un excès de langage, c'est la description. D'abord, il terrorise les Ivoiriens depuis une quarantaine d'années et il est associé à toutes les puissances qui sont parraines du terrorisme. Et tous ces pays-là sont les lieux où résident les journalistes qui mentent à longueur de journée sur l'Afrique en lutte contre le terrorisme. Les journalistes qui assurent la grande visibilité des actions terroristes sont logés en Côte d'Ivoire, logés au Sénégal. Ils sont logés en Mauritanie. Il y a une journaliste qui a avoué avoir violé le territoire malien en entrant sous l'escorte des groupes terroristes et des soi-disant rebelles du nord du Mali. Madame Anne-Fleur Lespio. Tout le monde a vu. Le reportage existe. Il est sur Arte. Donc, ces pays-là, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Sénégal, ces pays-là, et c'est le même jeu auquel joue le Bénin par rapport au Niger, ces pays ont des responsabilités évidentes. Ils ont des responsabilités évidentes dans cette tentative de provoquer artificiellement, en fait, ce que la CEDEAO n'a pas réussi en 2022, l'embargo, en 2023, l'embargo, en 2024, la CEDEAO n'a pas réussi à continuer à mettre en place l'embargo. Ils essayent de l'installer à travers la montée de l'insécurité sur les voies d'approvisionnement par le chemin sénégalais, par le chemin ivoirien et par le chemin mauritanien. Mais je voudrais ajouter, sur la base d'informations recueillies sur le terrain, que les terroristes qui opèrent dans cette zone font tout pour se mélanger aux populations, pour fondre dans la population, de telle façon que toute action que l'armée aurait à mener contre eux expose l'armée à des bavures sur les populations civiles. C'est ce qui complique d'ailleurs en très bonne partie les opérations de l'armée dans ces zones qui sont fortement peuplées, puisque ce sont des zones qui sont des canaux commerciaux traditionnels. Mais je voudrais ici souligner ma conviction que le Mali et le gouvernement dirigé par le président Assimi Goïta vaincra. Le Mali vaincra parce que l'écrasante majorité de la population malienne est solidaire des forces armées maliennes. Les groupes terroristes qui s'incrustent sur ces voies seront vaincus. Ce qui mettra à nu les parrains du blocus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est extrêmement important, le Mali est confronté à une équation géopolitique et géostratégique évidente. Son système d'approvisionnement est fragilisé par l'hostilité de plusieurs de ses voisins. Le voisin algérien, hostile, ennemi même, déclaré. Le voisin mauritanien, hostile, base arrière des terroristes, et donc en posture d'inimitié déclarée. Le voisin ivoirien, hostile, en posture d'inimitié déclarée. Alassane Dramane Ouattara ne cache pas sa rage de faire tomber Assimi Goïta, à qui l'écoute. Et en fait, tous les pays de la CEDEAO sont dans une posture de facilitation
de la complication de la situation au Mali. Mais il y a une certitude, c'est que le Mali ne peut pas se permettre de se laisser encercler par des gouvernements voyous. Il ne peut pas se permettre de se laisser empêcher d'accéder à la mer par des gouvernements voyous. Voilà pourquoi, incontestablement, je l'ai toujours dit et je le répète, la défensive ne pourra jamais être la solution ultime au problème du pressing et des tentatives de blocus des terroristes. Et certes, la guerre contre les terroristes devra se poursuivre. Elle devra se poursuivre de façon disciplinée et rigoureuse, en tenant compte, bien sûr, des intérêts vitaux des populations. Mais il sera absolument nécessaire que les valets de la France-Afrique, qui tiennent les portes de l'océan Atlantique, eh bien, tombent. Et il y en a un qui est particulièrement nocif pour le Mali, dans cette période décisive de sa vie, car c'est le plus grand représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest et même en Afrique tout court, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ce serait une erreur de continuer à rester sur la défensive envers ce tyran. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire sur ce point.